Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Rendez-vous avec un expert. Et j'ai la grande chance d'avoir un expert de la fiscalité. On ne parle pas souvent de fiscalité, on parle beaucoup d'investissement, d'argent. Mais c'est vrai que quand on gère mal son argent, notamment quand on gère mal en termes de fiscalité, on se retrouve avec très peu d'argent dans la poche. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Simon. Ça va Simon? Bonjour Mathieu, merci de m'accueillir. Je t'en prie. Donc Simon, écoute, je vais te laisser te présenter, même si tu es assez exposé, assez connu sur les réseaux, mais effectivement, tu as fait de la fiscalité ton dada, et tu fais partie des personnes qui sont très respectables dans le monde de la fiscalité. Donc peut-être pour démarrer, je te laisse te présenter ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Bon, en quelques mots, on va faire rapide parce qu'on est quand même là pour faire de la fiscalité, je pense. Non, je m'appelle Simon Dragon, moi je suis docteur en droit fiscal, donc je suis un spécialiste de la matière fiscale, comme tu l'as dit, et aujourd'hui j'ai deux grandes casquettes, on va dire. La première, c'est que je suis prof à l'université, donc je suis maître de conférence, je dirige un master de droit fiscal, en gros je forme les jeunes qui veulent devenir fiscalistes. Et la deuxième casquette, c'est que je suis chef d'entreprise, comme tu le sais, puisque j'ai un certain nombre d'entreprises. La principale, c'est d'accompagner tous ceux qui en ont besoin en matière fiscale. Mais plus globalement, j'ai d'autres entreprises dans d'autres secteurs. Bref, un vrai entrepreneur. Et puis à côté de ça, comme tu le sais, on fait des conférences. T'en fais aussi, je le sais. Donc voilà, on a la chance de se croiser sur différents événements. Voilà, autour de la matière fiscale et autour de l'entrepreneuriat. C'est pour faire assez rapide parce que j'imagine qu'on va surtout parler de fiscalité. Exactement. Et pour bien comprendre, parce que la fiscalité, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile, on n'a pas envie d'en parler quand on est en pleine période fiscale, la déclaration fiscale. Moi, j'ai fait ma déclaration fiscale, j'étais à Bali, franchement, j'avais pas du tout envie de la faire. Mais comment tu en as fait ta passion, parce que c'est vraiment ton expertise, comment tu es tombé là-dedans? Alors, il y a plusieurs déclencheurs, déclics dans les choix qu'on fait en matière professionnelle. J'imagine que pour toi, c'est pareil, il y a quelques déclics. Bien sûr. Je dirais que moi, le premier déclic, c'est quand j'ai commencé la fiscalité à l'université, je me suis rendu compte que personne ne comprenait rien. Et ça m'attirait parce que je me disais, tiens, voilà un truc où personne comprend rien. Et donc, moi, je vais aller apporter, je vais aller me spécialiser dans ce truc-là et en utilisant des mots simples, puisque tu sais, c'est un peu mon schéma, voilà, c'est la pédagogie derrière. Donc, le premier déclic, ça a été ça, c'est de me rendre compte à quel point peu de personnes étaient spécialisées dans cette matière. Deuxième déclic, j'ai envie de dire que c'est un déclic humain. On l'a tous vécu quand on était plus jeune, nos parents qui s'arrachent les cheveux au moment de remplir les déclarations, nos proches qui se demandent, tiens, est-ce que je remplis telle case ou telle case? Est-ce que je vais avoir un redressement fiscal? Est-ce que je vais avoir un contrôle? Bref, tout le monde qui stresse en fait en matière fiscale. Et donc ça a été le deuxième déclic de me dire, je vais pouvoir rendre service. Et enfin, le troisième déclic, on va dire plus sympa d'un point de vue, dans l'histoire, un jour je vais voir le doyen de l'université de Nice. Et moi, il y avait deux matières qui me passionnaient. Il y avait la fiscalité, pour les raisons que je viens d'aborder, et le droit pénal. Tu sais, le droit pénal, c'est les crimes, les délits, les plaidoiries. C'est plus sérieux. Voilà, on prend la parole et puis on fait des envolées lyriques, etc. Et je lui dis, voilà, moi, c'est deux matières qui me passionnent. Qu'est-ce que vous me conseillez? Il me dit, en fait, t'as deux choix. T'as un choix qui se présente à toi. Soit tu veux aller voir tes clients en prison, soit tu veux aller voir tes clients dans des villas de luxe et dans des bateaux. Et sur des bateaux. Et donc, j'avoue que j'ai fait mon choix. En plus, étant sur la Côte d'Azur. Voilà, non, c'est très cliché ce que je dis, mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je discute avec des spécialistes de la matière juridique en droit pénal, très franchement, aller défendre des gars qui sont en garde à vue pendant le week-end ou aller défendre ou aller s'occuper d'un client en prison, je m'en passe bien volontiers. Ouais, je comprends. Ok, trop bien. Bon, mais la présentation est faite maintenant. Je comprends un peu mieux maintenant pourquoi tu es tombé dans la fiscalité. Et moi, j'ai beaucoup côtoyé la fiscalité quand j'étais, tu sais, en banque privée, où effectivement, dans les équipes de la banque privée, il y avait une grosse équipe d'ingénieurs patrimoniaux. Donc des gens spécialisés dans la fiscalité. On sait que la France, c'est un des pays les plus fiscalisés, avec un taux de prélèvement qui est autour des 50% global. On est champion du monde. Voilà, champion du monde, merci. Voilà. Et donc, du coup, la fiscalité, c'est indispensable à prendre en considération dans tout investissement, que ce soit l'immobilier, de la bourse, la crypto, enfin bref, quel que soit le fonds d'investissement. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, si tu le veux bien, c'est qu'on refasse un petit point, parce qu'effectivement, c'est tellement complexe la fiscalité, sur ce qui s'est passé ces derniers jours, ces derniers mois, parce qu'il y a eu la nouvelle loi fiscale, voilà, avec plein d'impacts pour les investisseurs immobiliers. Donc, on va se concentrer peut-être plus sur les investisseurs immobiliers, que ce soit en nom propre ou en société, parce que je pense que les deux sont à opposer de plus en plus pour voir est-ce que je mets mes biens immobiliers plutôt en nom propre ou en société. Est-ce que tu arriverais à nous faire un petit peu un panorama de ce qui s'est passé sur fin 24-25 et quels sont les impacts qu'on voit aujourd'hui? Alors déjà, on a dit qu'on se concentre sur la fiscalité immobilière. Comme ça, on écarte le reste et on fait un focus vraiment là-dessus. Sinon, on peut pas tout faire, évidemment. Sur la fiscalité immobilière, il y a deux lois à avoir en tête récentes. Il y a une loi de fin 2024 qui concerne la location courte durée.
Et il y a la loi de finances pour 2025 qui normalement devait entrer en vigueur fin décembre et qui est entrée en vigueur en fait en février ou mars 2025. Ok. C'est les deux lois principales récentes qui ont apporté des évolutions. Dans la loi de fin 2024 qui concerne la location courte durée, il y a un certain nombre de mesures qui sont entrées en vigueur pour limiter et encadrer davantage la location courte durée. Donc ça, il faut se le dire et il faut que tout le monde en ait conscience. Aujourd'hui, la tendance, c'est d'encadrer davantage la location courte durée. Par exemple, premier élément qui a été modifié, c'est les exigences en matière de DPE. Deuxièmement, concernant le régime micro-BIC, donc quand on fait de la location meublée, on est dans le régime des bénéfices industriels et commerciaux et à l'intérieur, on a soit du micro, soit du réel. En régime micro, on avait le droit à un abattement de 71% pour les meublés classés Ouais, c'est ça. et 50% pour ceux qui ne le sont pas. On a réduit ces abattements à 50 et à 30 respectivement. En fait, ça fait une base taxable qui augmente. Donc ça fait une base taxable qui augmente. Encore une fois, on parle de location courte durée uniquement, l'objectif étant d'encadrer davantage et de sanctionner d'une certaine manière ceux qui font que de la location courte durée. Donc ça, c'est toujours la loi de fin 2024. Courte durée, on rappelle, c'est quoi? C'est 90 jours, moins de 90 jours, c'est ça? Ça dépend parce que tu as des cas dans lesquels ça peut être 120 jours. Donc là encore, voilà, là encore, on rentre pas trop dans le détail. Non, mais quand je veux dire, quand on considère que c'est de la courte durée versus de la moyenne durée, c'est quoi Ah, la en durée? d'affilée, tu veux dire en location d'affilée. Ouais, c'est ça, c'est le maximum, c'est 3 mois si je me trompe C'est pas. 3 mois, c'est ça. Bien sûr. Mais généralement, c'est plutôt du Airbnb. Ah oui, sur c'est de l'Airbnb, quelques donc c'est jours. quelques jours. Ok. Donc ça, voilà, on a ça. On a également renforcé les pouvoirs des élus locaux. Ça, c'est intéressant de le souligner. Notamment, les élus locaux, de plus en plus, vont pouvoir encadrer eux-mêmes la location courte durée chez eux dans leur ville. Par exemple, on imagine bien un maire pouvoir dire, par exemple, dans tel quartier de la ville de Cannes, par exemple, on a le droit qu'à 100 locations courte durée. Et donc, du coup, il va falloir faire des demandes une fois que tout sera mis en place. Et puis, peut-être que ce sera limité en nombre. Peut-être que ce sera limité en jours aussi, parce qu'on va donner le pouvoir aux élus locaux de passer peut-être de 90 à 120 jours maximum, ou peut-être de 120 à 150. En fait, le pouvoir revient beaucoup aux villes. Aux élus locaux, et quelque part, ça se comprend, parce que qui mieux qu'eux maîtrise leur secteur, quelque part. Une ville comme Cannes, par exemple, qui est très liée à la location saisonnière au Congrès, en fait, le parc hôtelier ne peut pas absorber toutes les demandes, et surtout, c'est des pics. Exactement. Comment, tu vois, et c'est vrai qu'ils vont avoir une politique différente qu'une ville comme Nice, par exemple, qui est beaucoup plus grande, parce qu'on parle des villes de notre Côte d'Azur, mais ou d'autres villes qui est beaucoup plus restrictive. Exactement, en fait, il va falloir trouver un juste équilibre et on décide de faire confiance aux responsables politiques locaux. Pareil, ils vont pouvoir mettre un certain nombre de sanctions en place pour tous ceux qui ne respecteraient pas les obligations déclaratives. Alors ça, on en parle 2 secondes, okay. Les sanctions. Parce que entre la théorie et la pratique, bien sûr. Est-ce qu'il y a vraiment tant de sanctions que ça? Alors, est-ce qu'ils arrivent à attraper finalement ces loueurs un peu sauvages de location courte durée? Alors aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué de mettre en application les sanctions. Mais pour autant, puisque je suis sûr que tu as vu ces évolutions, notamment sur le site des impôts, tu as dû voir qu'il y a des choses qui évoluent depuis 2-3 ans. Par exemple, il y a un nouvel onglet sur le site des impôts qui s'appelle « Gérer mes biens immobiliers », où on doit mettre tous nos biens immobiliers, avec le type de location qu'on fait. Donc, tu vois, il y a un certain nombre d'outils qui sont en train d'être mis en place au niveau national et au niveau local ensuite, qui vont permettre, un jour ou l'autre, donc je ne sais pas si ce sera l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, de sanctionner quasi automatiquement ceux qui ne respectent pas la réglementation. Et donc du coup, le message que j'ai envie de donner pour conclure sur cette loi de fin 2024, c'est le suivant. Attention pour tous ceux qui font de la location courte durée, de ne pas miser que là-dessus, parce qu'on est vraiment en train de voir les lignes se resserrer, la réglementation se resserrer, et franchement, partir que sur de la location courte durée aujourd'hui en nom propre, pour l'instant je parle du nom propre, en nom propre, c'est quand même assez risqué. Et même en société, en vérité, les choses se resserrent. Enfin, globalement, la location courte durée se resserre. Et comment tu l'expliques globalement qu'il y a ce resserrement de situation? 2 raisons principales. La première, c'est qu'il y a des villes dans lesquelles les habitants n'arrivent plus à se loger. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai sujet. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a un moment donné, on a voulu ouvrir pour faire concurrence au secteur hôtelier. Et aujourd'hui, on fait un peu la logique inverse. C'est un peu comme si demain, Uber revenait en arrière, on supprimait Uber pour redonner de la latitude au taxi. Quoi, taxi, en fait. Ouais. Bon, c'est assez amusant de voir ces évolutions dans un sens et dans l'autre, mais ça se comprend. Et donc, du coup, les investisseurs, les gens que tu peux accompagner, conseiller,
Est-ce que ces investisseurs-là vendent comment ils réagissent à ça, avec cette nouvelle loi? Moi, personnellement, je vais te dire moi ce que j'ai fait, mais est-ce qu'eux, ils vendent? C'est quoi là, le comportement des gens? Alors il y a de tout, il y a d'autres évolutions qui sont arrivées, juste je termine avec ça parce que ça va permettre vraiment de répondre à ta question. Début 2025, il y a une énorme évolution qui a été adoptée concernant le régime LMNP, loueur meublé non professionnel, puisque depuis début 2025, tu le sais, en matière de plus-value, lorsque je vends un bien qui était en location meublée, avant on ne tenait pas compte des amortissements au moment de la vente, aujourd'hui on tient compte des amortissements au moment de la vente, ça veut dire que ma plus-value imposable augmente. Et donc du coup, aujourd'hui, un contribuable qui a gardé son bien quelques années et qui décide de le vendre, qui était en location meublée non professionnelle et qui décide de le vendre, a une plus-value imposable beaucoup plus élevée qu'il y a quelques mois. D'accord? Ça, c'est une évolution fondamentale. Et donc du coup, tout le monde se demande aujourd'hui, tiens, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends? Et dans ce cas-là, je serai un peu plus taxé. Ou est-ce que je ne vends pas? Et ce qu'il faut avoir quand même en tête, c'est qu'en nom propre, aujourd'hui, il y a toujours l'intérêt de laisser passer le temps, puisqu'il y a toujours les abattements pour durée de détention. Et moi, je te fais j'essaie de contourner la loi de manière, allez, facile. Je te dis, Je sais ce que tu veux me dire. moi, j'arrête de faire la location courte durée. Pendant 1 an, 2 ans, je le mets en moyenne durée. L'appartement se libère sous 2 ans, et là, je le mets en vente. Alors, on aura toujours la réintégration des amortissements. Par contre, Sur la durée de là où j'ai fait la courte Non, durée sur toute la durée, puisque l'amortissement, il se fait en longue durée comme en courte durée. Et imaginons si je le loue en nu, par Voilà, exemple. c'est ça le sujet. Ou je laisse vide. Et puis je le dis que je suis pas dans le... Voilà, c'est ça le sujet, c'est pour ceux qui le basculeraient en location nue. Qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on oublie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on essaie de contourner la loi. Voilà. Ça veut dire que normalement, le notaire va nous demander est-ce qu'on a procédé à des amortissements au moment de la vente. Le notaire, il va nous dire bon, alors vous avez fait quoi? C'était en location nue? Ok, est-ce qu'avant vous l'avez loué en meublé? À nous de lui dire la vérité ou pas, hein, dans le cas que tu prends. Si on lui dit la vérité, il doit prendre les amortissements pour calculer la plus-value. Donc il y en a qui vont faire le choix de mentir au notaire, de ne pas lui dire toutes les infos pour essayer d'optimiser leur fiscalité avec le risque de contrôle. C'est, encore une fois, moi je dis toujours, la fiscalité c'est aussi un jeu. Quand on joue, on peut perdre. Donc il y en a certainement qui vont jouer et qui vont perdre. Surtout que généralement, l'État est quand même bien armé et a tout son temps pour te rattraper. Complètement. Alors, le temps, c'est plus ou moins rapide, on va dire, puisque 3 ans plus l'année d'imposition, ça va, ça passe quand même assez vite, puis ils ont quand même beaucoup de contribuables, mais c'est vrai que globalement, on peut jamais, on va pas recommander à quelqu'un de faire ça. En revanche, il y a une petite astuce intéressante sur laquelle on n'a pas encore de réponse. Quelqu'un qui mettrait son appartement en location meublée non professionnelle pendant 5 ans, 10 ans par exemple, et qui déciderait d'aller s'y installer pour de vrai, en faisant sa résidence principale, et ben, en théorie, juridiquement, il n'y a pas de frein à ce qu'il bénéficie de l'exonération au moment de la revente. En théorie. Il n'y a pas encore eu de précision là-dessus. Mais attention, il faut y vivre vraiment, etc. On ne commence pas à faire les histoires où je fais semblant d'y être et tout ça. Surtout que la résidence principale, c'est un sésame qui a été touché par personne aujourd'hui. Pour l'instant, puisque comme il y avait eu des tentatives. Tu l'as vu, voilà. Exactement. Il y a quelques semaines, quelques mois, il y en a qui commencent à essayer de faire passer des textes où on limiterait l'exonération de plus-value sur la résidence principale. Donc tu l'as dit là, il y a effectivement la location saisonnière qui a attaqué pour effectivement rebasculer les choses avec l'hôtellerie. Il y a le dispositif qu'utilisait tout le monde pour faire la location saisonnière, qui était le LMNP, qui est aussi attaqué. Qui est un peu moins intéressant. Voilà. Et donc on a une fiscalité qui augmente, des contraintes qui augmentent. Et moi personnellement, j'en avais encore. Je fais beaucoup d'immobilier commercial comme tu sais, mais j'en avais encore, notamment des appartements en location meublée. Et en fait, aujourd'hui, moi, le seul choix que j'ai, c'est de les garder. Je peux rien faire d'autre. Mais est-ce que ça va pas bloquer en fait toutes ces ventes potentielles? Après, tu réponds à la demande sur le marché locatif en conservant tes biens et en les mettant en location. Toi, tu as les moyens de les conserver aussi. Ça veut dire que tu es en capacité de faire face à une fiscalité qui augmenterait potentiellement. Il y en a qui ne peuvent pas. Donc, c'est quand même tous ces points à prendre en considération. Tu sais que le temps joue en ta faveur et tu sais que si tu les vends, tu les as en nom propre, hein, c'est ça? Donc, si tu sais que si tu les vends au bout de 30 ans de détention, pour l'instant, tu as une exonération. Ils sont en train de discuter de passer de 30 ans à 15 ans, mais on n'y est pas encore du tout. Hein, j'ai vu qu'il y a un député qui a tenté. Bon, voilà, ça, c'est des propositions. On n'y est pas encore. Ok, trop bien. Ok, donc, bon, le meublé, donc du coup, on a ces évolutions-là. Qu'est-ce que maintenant les investisseurs que tu vois, ils utilisent quel type de véhicule? Comment ils investissent? On parle toujours d'immobilier là. Et quels seraient tes conseils justement pour une fiscalité un peu plus optimisée? Alors déjà comme tu le disais en introduction, aujourd'hui on dissocie beaucoup nom propre et société, et de plus en plus avec ces évolutions, c'est vrai qu'aujourd'hui l'investissement en société, en SCI à l'IS, est gage de stabilité.
et gage que de ça. C'est-à-dire de stabilité Parce que juridique. c'est du et droit fiscale. commun, c'est pas une niche en fait. Exactement. Ils vont pas modifier le régime de la SCI à l'IS. Parce qu'ils doivent le modifier pour tout. Toutes les sociétés, tous les business, etc. Exactement. Donc ce serait trop lourd. Mais c'est vrai que c'est un outil qui est de plus en plus utilisé. Après, encore une fois, aujourd'hui, est-ce que c'est plus intéressant que le LMNP? La réponse est plutôt non. La réponse est plutôt non, parce que dans une SCI à l'IS, je vais avoir la logique d'amortissement, etc. etc. Et le jour où je revends, pareil, plus si je veux sortir l'argent de la société, la taxation sur les dividendes. Donc ça veut dire qu'il y aura une double fiscalité. Par contre, la grande différence entre les deux, vraiment à avoir en tête pour tout le monde, c'est de se dire, si j'investis en nom propre, il faut que je parte du principe que dans quelques mois, quelques années, ils vont aligner la location nue et la location meublée. Moi, je pense qu'on ne va pas passer au travers. Ils vont aligner les deux. Qu'est-ce que tu veux dire par ils vont aligner? Fiscalement, ça va être traité de la même manière. Le nu sera comme le meublé? Ce sera traité pareil. Plutôt, le meublé sera traité comme le nu. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus les logiques d'amortissement, etc. Ah ouais. Moi, je pense qu'on va y aller d'ici 1 ou 2 ans. Et pourquoi ils l'ont fait alors? Pourquoi ils ont mis les amortissements pour les enlever? Bonne question. Ça, c'est, tu sais, la logique politique qui n'est pas la même que la nôtre, évidemment. On défait. Bon, peu importe, en tout cas, je pense qu'on va aligner le nu sur le meublé. Ce qui veut donc dire, enfin le meublé sur le nu, ce qui veut donc dire que ce qu'il faut avoir en tête, à mon sens, c'est que si tu investis en nom propre, il faut que tu sois prêt à payer de la fiscalité pendant toute la durée de vie. Par contre, le jour où tu vends, tu es exonéré. Parce que quand tu détiens longtemps, on l'a dit, au bout de 30 ans de détention, tu es exonéré. Bien sûr. En SCI à l'IS, c'est la logique contraire. Pendant que tu loues, tu sens rien. Parce que c'est à l'IS, ça se passe dans la société. Tu récupères du cash flow, tu amortis plus facilement. Ça se passe dans la société, tu récupères pas tous les mois, ça reste dans la société, mais au moins tu sens pas le truc, tu sens pas la fiscalité contrairement au nom propre. Par contre, le jour où tu vends, ton prix de vente, là ta fiscalité, elle est monstrueuse, puisque sur ton prix de vente, tu paieras l'impôt sur les sociétés, et si tu veux récupérer l'argent, l'impôt sur les dividendes, donc 25 et 30 potentiellement. Ok. Donc moi, là on est vraiment au cœur du sujet, parce que ça dépend des logiques patrimoniales. Parce que c'est vrai, après il y a aussi, si tu fais de l'immobilier pour faire de l'immobilier sur le long terme, il faut penser aussi transmission famille. Tout à fait. Et donc en nom propre, c'est quand même plus difficile de transmettre quand dans les sociétés. Et moi, ce que je voulais poser comme question, c'est effectivement nom propre versus société. Alors tu vas me dire c'est du cas par cas, mais si on essaie de faire les grands ensembles, sur une société, ce qui est difficile, c'est de récupérer les cash flows pour pouvoir en bénéficier. Tout à fait. Mais on peut passer des frais. Quel type de frais on peut passer sur une société, on va dire immobilière, que ce soit une SCI à l'IS, une SAS, pour, on va dire, pas pour se servir, par exemple, s'il y a du cash qui tombe dans la société, qu'on a du cash flow, pour que ce soit à titre professionnel, sans qu'on soit accusé d'ABS. Alors, je suis obligé de faire par étapes avant de répondre à la question. Premier point important à préciser, c'est que l'objet de la société, dans les statuts, doit être le plus large possible pour permettre de passer des frais qui soient le plus large possible, d'accord? Toujours en lien avec l'activité de la société. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les dépenses que j'ai le droit de faire dans une société, pour qu'elles soient justifiées, c'est la logique de ce qu'on appelle l'acte anormal de gestion. L'abus de biens sociaux, c'est en matière pénale. Ce que tu disais, c'est en matière pénale, c'est vraiment pour les grosses fraudes, etc. Ouais, okay. Moi, je parle que de l'acte anormal de gestion. En matière fiscale, un acte anormal de gestion, c'est quand tu vas dépenser de l'argent de la société contre l'intérêt de la société. Okay. Exemple, toi, demain, tu vas acheter le cadeau d'anniversaire de ton fils avec l'argent de la société. Voilà, non, mais c'est pas OK parce que c'est pas dans l'intérêt de ta société. Ouais, d'accord. Okay, donc, ça, c'est important de le dire. Alors, à partir de là, il faut également une troisième précision qui est de dire qu'il n'y a aucune liste légale de ce qu'on peut déduire ou pas déduire. Il n'y a pas de liste. Ça veut dire que tout peut rentrer. Donc c'est l'interprétation et la bonne foi aussi. C'est ce que je dis toujours, la fiscalité, c'est une histoire à raconter. Donc c'est à toi d'avoir une histoire cohérente en lien avec la dépense que tu as eue. Okay. Je prends souvent un exemple pour ça, un exemple que je trouve assez parlant. Prenons un chef d'entreprise qui a une salle de sport en France. Okay, il a une salle de sport en France et dedans, il essaie de mettre les équipements les plus haut de gamme qu'il peut. Il fait plutôt une salle de sport haut de gamme, tu vois. Et il a envie de partir une semaine à Dubaï. Sur le principe, il peut absolument pas passer son billet d'avion et son hôtel à Dubaï sur la société. Il a une salle de sport, d'accord ? Par contre, si il va à Dubaï pour observer toutes les salles de sport, prendre les références de toutes les machines, commander les machines pour sa salle de sport en France, etc., dans ce cas-là, son déplacement... Il y a un intérêt pour la société qui va en bénéficier à un moment donné. Exactement. Tu vois un peu cette frontière. En fait, le principe, c'est qu'il peut pas. L'exception, c'est que s'il a une vraie histoire à raconter en lien avec l'intérêt de la société, ça peut se justifier. C'est pas impossible. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que rien n'est impossible, mais par contre, il faut que ce soit en lien avec l'intérêt de la société.
Et tu vois, ça, moi je le vois, les personnes que j'éduque, que j'aide, etc., que je conseille, ils ne maîtrisent pas ce sujet parce que tout le monde s'est Bien sûr. englouti et s'est engouffré complètement dans le statut LMNP ou les niches fiscales sur l'immobilier qui sont en train de se faire démonter les unes après les autres. Il y a eu les niches Pinel, Célier et autres. Maintenant, il y a Ouais. le LMNP qui est en train d'être démonté aussi, petit à petit. Et effectivement, ils sous-estiment et ils ne soupçonnent pas ce qu'on peut passer en termes de frais, Complètement. justifiables bien évidemment, mais ça peut permettre de financer une partie des déplacements du train de vie professionnel, j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus mis en avant. Ben, moi, je fais toujours cette distinction. Ceux qui me suivent savent que je fais souvent cette distinction. Je fais souvent la distinction entre celui qui est salarié et celui qui a une entreprise. Et au fond, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Comme dans tout, d'ailleurs, on pourra parler après du cumul des statuts. Quand tu es salarié, tu perçois un salaire, tu payes ton impôt sur le revenu, et après, tu vis. Hmm. Quand tu as une société, tu perçois du chiffre d'affaires, donc la société perçoit du chiffre d'affaires, elle vit, et ensuite, elle paye l'impôt sur les sociétés. Tu vois la différence? Dans un cas, Dans un cas, tu vis avant l'impôt et dans un autre cas, tu vis après l'impôt. Dans un cas, tu Ah, vis et- avant impôt. Dans un cas, pardon, tu vis après impôt sur le revenu. Dans un cas, tu vis avant impôt sur les sociétés. Ce qui est énorme. Mais ça change tout. Ça change tout. L'idéal, c'est d'avoir les deux, évidemment. Et moi, je suis l'exemple typique pour ça. Quand j'étais en banque, j'étais quand même très bien payé. J'avais un gros salaire par rapport à la moyenne nationale, on va dire, surtout à la fin. Et aujourd'hui, je suis devenu entrepreneur. Et en vrai, alors en passant des frais professionnels, j'ai un train de vie qui est meilleur qu'avant, alors que je me verse un salaire beaucoup plus bas qu'avant. J'imagine Donc, j'ai pas l'impôt sur le l'exemple revenu. typique. L'impôt sur le revenu que tu devais payer, ça devait être énorme parce que tu C'était avais des énorme. gros salaires. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur, donc une grande partie de mon temps, de mes activités, c'est lié à mes boîtes, en fait. Et puis quand on est entrepreneur, que ce soit toi ou moi, on le sait, c'est du H24. C'est du cas, tu vis entrepreneuriat. Bien sûr, bien tu vis sûr. pour tes boîtes. Bien sûr. Et donc ça, c'est quelque chose pour les gens qui veulent se lancer, pour l'entrepreneuriat, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer dans de plus en plus d'entrepreneuriat ou dans une forme de freelance entrepreneur. Ah ouais. Il y a une grosse poussée de ça. Les gens, moi je vois, hein, j'ai aidé quelques personnes à se lancer, ils étaient salariés dans des carcans et maintenant ils sont devenus entrepreneurs. Alors, entrepreneurs, pas souvent ce qui se passe, c'est qu'ils ne créent pas leur propre boîte, leur propre écosystème, mais ils deviennent freelance dans un écosystème qui est créé, mais ils ont tous les avantages de l'indépendance Parfait, parfait. et de l'entrepreneuriat. Bien sûr. Et toi, donc, en tant qu'entrepreneur, pour quelqu'un qui devrait démarrer, c'est quoi la bonne structuration? Parce qu'il y a aussi entrepreneur en nom propre, entrepreneur en société. Si on peut. Alors, évoquer c'est hyper difficile de faire un cas général. Ouais, j'imagine. Donc, juste ce que je vais dire, c'est simplement que déjà, quand on est salarié, quand on a déjà un salaire et qu'on n'a pas besoin de revenus supplémentaires pour vivre tous les mois, l'idéal pour développer une activité parallèle, c'est quand même de créer une société. Parce que si c'est créer un statut auto-entrepreneur sur lequel je ne peux déduire aucune charge, en fait, je rentre dans la même logique que le salariat. C'est-à-dire que je paye l'impôt sur mon chiffre d'affaires et ensuite je vis sur ce qui reste. Exactement. Et donc du coup, quand je suis déjà salarié, quand j'ai déjà un salaire, quand j'ai déjà de quoi faire face tous les mois à mes dépenses du quotidien, Ok. l'idéal c'est de créer une société et pas un statut auto-entrepreneur. Tout est relatif évidemment, si je fais que 100 euros de chiffre d'affaires, etc., évidemment je vais peut-être pas créer une boîte tout de suite. D'accord? Mais dès que je commence à développer, à faire quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires, c'est hyper intéressant d'avoir une société tout de suite. Ce qui ne m'empêchera pas, si j'arrête d'être salarié, de créer un statut auto-entrepreneur, en plus de ma société. D'accord? Les cumuls de statuts sont intéressants. Voilà, donc la fiscalité de l'entrepreneur, c'est combien aujourd'hui? Alors la fiscalité de l'auto-entrepreneur, quand il fait de la prestation de service, on va Ouais. prendre ce cas-là, on va pas C'est faire la vente ouais. de marchandises, on va faire la prestation de Ce service. qui ressort le plus, ouais. On va dire que à la louche, c'est entre 25 et 30% de cotisation plus impôt, ça fait environ 25-30% du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires. Ce qui est hyper intéressant. Alors, quand tu le dis à quelqu'un qui a jamais entrepris, il a l'impression que c'est beaucoup. Et puis quand tu le dis à un entrepreneur comme toi et moi qui avons l'habitude de payer allègrement des charges, etc., patronales, sociales. 30%, on signerait tout de suite. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ok, donc voilà les statuts pour l'entrepreneuriat. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'investissement immobilier dans les sociétés. Comme tu sais, moi, je développe beaucoup l'activité immobilier commerciale. C'est considéré comme la location nue, donc si tu te mets en nom propre, c'est Mortel. tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux, donc ça se fait beaucoup en société. Je voudrais qu'on parle un peu de justement la mouvance et la fiscalité qu'il y a sur l'immobilier commercial. Est-ce que c'est différent de l'immobilier résidentiel? Parce que les gens des fois me posent la question, est-ce qu'il y a une fiscalité particulière sur l'immobilier commercial? Ou est-ce que c'est la même chose comment c'est traité? Alors aujourd'hui, les évolutions, comme on l'a dit tout à l'heure, touchent la location meublée.
résidentiel. Ouais. Qu'on soit très clair. Donc aujourd'hui, si tu fais de l'immobilier commercial en société, il n'y a pas de gros risque de changement en ce moment. Moi, je vois aucune alerte rouge pour l'immobilier commercial d'un point de vue investissement. Par contre, la seule alerte que moi je fais, mais tu es plus spécialiste que moi en immobilier commercial, mais moi c'est une alerte qui me vient naturellement parce que j'ai pas encore d'immobilier commercial. Moi j'ai pas encore été. Je vais te convaincre. J'ai pas encore été convaincu, mais c'est même pas convaincu, c'est je pense que, mais j'imagine que tu le transmets bien mieux que moi. J'imagine qu'il faut trouver le bon produit, avoir toutes les sécurités autour, etc. Mais comme dans tout, la seule crainte moi que j'ai, donc je t'exprime, tu vois, volontairement ma crainte, qui à mon avis est celle de pas mal d'entrepreneurs et d'investisseurs. Moi, ma seule crainte, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la tendance est plutôt négative pour l'immobilier commercial parce que, avec le télétravail, avec un certain nombre de professionnels qui prennent de moins en moins de bureaux, quand je vois les boulangeries avec tous les frais, par exemple, qui augmentent, que ce soit l'énergie, etc. Ouais, en fait, on a l'impression d'un point de vue extérieur, quand on n'est pas dans l'immobilier commercial, j'insiste parce que moi j'y suis pas, donc je ne peux pas donner de leçons, on a l'impression qu'en fait c'est un truc qui, on va se retrouver avec un local fermé, quoi. En gros, c'est l'image qu'on a. Ouais, c'est vrai que tu as raison, c'est beaucoup de peur de beaucoup d'investisseurs néophytes en immobilier et en immobilier commercial. Ils voient effectivement l'immobilier commercial comme quelque chose qui peut être dangereux parce que ça va se retrouver vide, parce qu'ils voient des fois des panneaux dans les rues à louer, ils disent « Ah, toute la rue est à louer ». Et donc l'effet, en fait, pour faire rapidement, pour essayer de te convaincre et faire rapidement un état des lieux, effectivement, le bureau souffre beaucoup dans l'immobilier commercial, mais un certain type de bureau, le bureau mal placé, le bureau en périphérie, le bureau en région, souffre. Okay. Le bureau très bien placé, quand je dis en région, c'est en périphérie, le bureau centre-ville, que ce soit dans les grandes villes métropoles ou Paris, c'est plein, comme un œuf. Okay. Donc il y a une vraie demande de locataires parce qu'effectivement, les entrepreneurs prennent moins de bureaux, mais ils consomment mieux, c'est-à-dire qu'ils consomment plutôt centre-ville, très beaux bureaux, rénovés, équipés, pour attirer des talents. Donc, par exemple, avant, ils avaient 1000 mètres carrés, maintenant, ils ont plus que 400-500 mètres carrés, parce qu'il y a des gens qui sont en télétravail, mais ils veulent que les gens, quand ils viennent au bureau, ils viennent pour échanger. Ils viennent plus pour travailler au bureau, ils viennent pour échanger, donc ils veulent des beaux bureaux très bien desservis. Ça, c'est le bureau. Le commerce, alors en fait, le commerce, ce qui se passe, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est qu'il n'y a jamais eu aussi peu de zones vacantes, donc du commerce vacant, qu'avant le Covid, il y en avait plus. Ça s'explique comment ? Il y a eu un moratoire au niveau national où en fait plus aucun grand centre commercial ne va être délivré en termes de permis de construire. Donc on va plus augmenter l'offre. D'accord. 2, tu as les villes et les maires qui ont mis en place des subventions et toute une forme d'action pour pouvoir revitaliser les centres-villes. Alors il y a des villes qui ont commencé à le faire et des villes qui l'ont déjà fait. Ça dépend de l'état d'avancement de ça. Et donc du coup, tu as, par exemple, on parlait de Cannes, tu as le maire de Cannes qui subventionne ou en tout cas qui fait que les parkings sont pas chers le week-end, etc. Donc pour ramener des gens dans les centres-villes. Et 3, en fait, oui, l'immobilier commercial a baissé. Donc les commerces ont baissé en termes de prix parce que plus par les taux que par la demande. Et en fait, aujourd'hui, il y a une opportunité énorme parce que ça offre des rendements locatifs bien supérieurs à l'immobilier résidentiel. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que le monde du commerce change. Mais si tu as un bon emplacement, en fait, ce qui va se passer, c'est que toi, tu auras les murs toujours qui sont là, et tu vas avoir des locataires qui vont, eux, changer. C'est-à-dire qu'il y a des locataires qui ne sont pas réinventés, qui sont un peu vieillots pour la zone, etc. Et aujourd'hui, les locataires qui fonctionnent bien, c'est les locataires digitales, c'est-à-dire qu'ils font du physique, mais ils ont aussi une présence digitale très importante. Ils ont une Google Page, ils ont un site internet pour faire de la commande en ligne ou de la vente emportée, etc. Donc tu fais cette analyse, toi, en fait, à chaque fois. Exactement. Ben, la preuve, c'est moi. Moi, j'ai un parc immobilier maintenant qui est très fortement à connotation commerciale et j'ai pas d'impayés. Quand je les ai impayés, les gens sortent très vite parce que c'est plus impossible de les sortir. Bien sûr. Et j'ai un bon rendement locatif et j'ai pas de vacances. Donc en fait, mais c'est toujours pareil. Dans un marché où il peut y avoir des nanars, si tu fais bien les choses, tu t'en sors très bien. Et après, il y a une autre classe d'actifs qui marche très bien, c'est les entrepôts, qui eux bénéficient énormément de l'ère Internet, de l'évolution de la consommation via le digital, parce que les colis passent par justement ce type d'entrepôt. Donc voilà, en espérant que ça t'a convaincu à faire de l'immobilier commercial, on pourra te Je sais que fiscalement c'est intéressant, en tout cas avec la taxe foncière, enfin toutes ces choses-là, même juridiquement c'est beaucoup plus léger, etc. Tout ça, je le sais. C'est le monde de l'entrepreneuriat, donc en fait c'est la négociation beaucoup plus bilatérale qu'encadrée. Effectivement, la taxe foncière elle est payée par le locataire, les charges de copropriété pareil.
Donc c'est quelque chose qui est effectivement plus simple. Top, donc là on a parlé un peu de ce qui s'était passé, ce qui se passe, la situation actuelle. Maintenant si on essaie de se projeter avec l'actualité économique qu'on voit, on voit que Trump est en train d'attaquer un peu partout avec les droits de douane, les remises en question, les rapports de force qui changent. On voit que aussi il y a l'intelligence artificielle qui change beaucoup de choses, que maintenant les entrepreneurs partent assez facilement. On a un vrai sujet, moi je trouve, au niveau national, que les jeunes générations très mobiles partent à l'étranger, créent de la valeur à l'étranger. Il reste que les vieilles générations ici qui, malheureusement, eux, ils attendent leur retraite. Et dans ce nouvel écosystème, dans cette évolution, comment tu vois évoluer les choses, d'un point de vue économique, et aussi d'un point de vue... je sais que tu te lancé aussi dans la politique, parce que je sais que tu veux changer les choses. Tu pourras peut-être nous en commenter un petit bout, mais comment tu vois les choses en termes d'économie, en termes de fiscalité pour les prochains mois, prochaines années? Alors, premier point important, c'est notre situation économique. On a une dette publique qui n'a jamais été aussi élevée. Tu le sais, 3300 milliards d'euros. C'est colossal. On n'est jamais monté aussi haut. Bref, notre situation économique, elle n'est pas bonne. Du coup, quand notre situation économique, elle n'est pas bonne, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'argent. Et on n'a pas assez d'argent pour payer les dépenses de services publics, les dépenses publiques. Les dépenses publiques, c'est tout ce qu'on a dans notre quotidien. Les dépenses de santé, d'éducation, les transports, etc., la justice, la police, etc. Donc, on manque d'argent pour payer toutes ces dépenses. Donc, on ne pourra changer la situation économique de notre pays que de deux manières. Soit en augmentant les impôts, soit en baissant les dépenses publiques. Et idéalement, il faudrait peut-être faire les deux pour s'en sortir. Ouais, pour aller plus vite. Pour aller plus vite. Sauf qu'augmenter les impôts, on ne peut plus. Parce qu'on est déjà champion du monde, que concrètement, nos concitoyens, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi se dire les choses. Nous, on est des privilégiés et on en a conscience. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience. Tu l'as dit, j'ai eu une petite expérience politique récemment. Je peux te dire que j'ai rencontré beaucoup de gens dans la rue. Quand tu prends conscience des difficultés qu'ont tous les Français à joindre les deux bouts, et que tu vois le prix de l'énergie qui augmente, que tu vois toutes les taxes qui augmentent, les impôts qui augmentent parce qu'il faut trouver de l'argent pour financer les dépenses publiques, en fait tu te dis mais jusqu'où va-t-on ? Et à côté de ça, nous on est chef d'entreprise, on paye l'impôt sur les sociétés, on paye l'impôt sur les dividendes, on paye 80% de charges sur nos salariés, on n'en peut plus. Bien sûr, on n'en peut plus, on est déjà à ras-bord, quoi. Et c'est d'autant plus grave que finalement on paye tellement d'impôts que le cash qu'on aurait pu gagner dans nos entreprises pour réinvestir, chaque année si l'État en prend, mais en fait on a une compétition où on perd systématiquement par rapport au monde si on veut faire les choses en grand. Mais ça va même plus loin que ce que tu dis, c'est que nous on est chef d'entreprise, donc tu vas comprendre ce que je veux dire, c'est qu'on a tellement peur que la fiscalité augmente, que les exigences augmentent, que les charges augmentent, que de la trésorerie qu'on aurait faite, qui aurait pu nous servir à investir, on aurait pu mettre une partie de cet argent dans notre économie. Et on le fait pas, pourquoi ? Parce qu'on joue la sécurité. Parce qu'on a peur, en fait. Ouais, tu laisses sur les comptes ou... T'as 100 000 de trésor, et ben il y a une époque où on aurait envoyé 70 ou 80 en investissement et on aurait gardé 20 ou 30 de sécurité. Bien sûr. Aujourd'hui, la sécurité, quand tu es chef d'entreprise, tu gardes sur les 100, tu gardes 60, 70. Ouais. Parce que tu te dis à quelle sauce je vais être mangé l'année prochaine. Et tu vas taper un contrôle, tu vas avoir quelque chose, Exactement. Tu vas avoir une dépense non anticipée mais qui est liée à la fiscalité. Bien Exactement. Sûr. Et donc du coup, ça c'est vraiment un premier point important sur la situation économique du pays. Alors, le deuxième point, du coup, comme je le disais, mais c'est intimement lié, vers où on va ? Ben, j'espère surtout qu'on va vers un changement de nos responsables politiques, qui prennent des décisions. Parce qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises, il y a des stats là-dessus, hein. Les gens qui prennent des décisions ne représentent pas la population française. Ils représentent en majeure partie une très faible partie de l'électorat, c'est-à-dire que tu as la majorité des députés qui étaient dans la fonction publique avant, par exemple. Et en fait, du coup, tu te retrouves avec des gens qui ont l'habitude de dépenser l'argent qui n'est pas le leur. Et comment tu fais pour changer ça ? Parce qu'on veut changer le système, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, il faut dépenser beaucoup moins. Je pense que l'efficacité de la dépense publique est pas bonne. C'est-à-dire qu'un euro dépensé, si tu le mets dans le privé, je pense qu'il serait mieux dépensé, ou en tout cas il serait mieux économisé. On voit que le système des retraites, avec la cotisation... T'imagines le système des retraites ? C'est super inquiétant, le système des retraites. Heureusement que nous, on mise pas trop là-dessus. Et heureusement qu'on aide les gens aussi à se créer leur propre système de retraite. Exactement. Non mais... Enfin, je sais pas, des exemples. Enfin, 1,3 milliard pour nettoyer la Seine pour le triathlon aux Jeux Olympiques. Enfin, des exemples. Il y en a des centaines. On n'arrive même plus à construire des prisons pour punir correctement nos délinquants parce qu'on n'a pas assez de moyens. Et quand on construit une prison, il faut 5 ans pour construire une prison. Mais qui construit ?
Qui construit? Excuse-moi de te demander. Enfin, si on prend des entreprises privées, en 6 mois, en un an, la prison, elle est construite. Bon, tu vois, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un système qui se complique, qui est difficile, et où on a tellement de dépenses publiques qu'aujourd'hui, la fiscalité pour l'avenir, c'est super inquiétant, en fait. Parce que si on n'a pas des responsables politiques qui prennent la main pour baisser la dépense, mais vraiment baisser la dépense, c'est-à-dire, à un moment donné, tu dis, bon, ok, maintenant, on va faire des coupes franches, quoi. On va arrêter de dire on va d'économiser 500 000 par-ci. Non, il va falloir faire des vraies coupes franches. Et il va falloir que tout le monde se retrousse les manches. Et que ceux qui ont des privilèges acceptent que c'est fini. Mais comment tu veux réformer un système? Moi, je trouve que c'est impossible. C'est quoi la solution? Parce que quand tu dis à quelqu'un de scier sa propre branche sur laquelle il est confortablement assis... Bah... Il n'y a qu'une seule solution. Il y en a une seule. C'est qu'il faut qu'il y ait des gens différents qui s'engagent. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a deux. Je pense qu'il faut qu'il y ait un défaut sur la dette française, c'est-à-dire qu'à un moment donné qu'on ne nous prête plus, et que là, elles disent, en fait, on ne peut plus emprunter d'argent, on n'a plus d'argent pour payer les salariés. Ouais, mais c'est une situation qui est ingérable d'un point de vue humain. Ouais, mais en fait, je vois t'imagines si demain, je dis n'importe quoi, la route pour venir ici dans les studios, elle est fracassée, on ne peut plus payer pour la réparer. Tu vois, on est dans une situation... on a connu il y a quelques jours une panne d'électricité. Enfin, t'imagines, on s'est arrêté de vivre pendant quelques heures. Donc... je ne vois pas comment on peut faire autrement. Tu penses que vraiment, on arrivera à changer le système, on arrivera vraiment à changer les personnes responsables et qui veulent se dire je vais abandonner mes privilèges? Je pense qu'on va vraiment y arriver. Il faut les sortir. Il faut les sortir. Et il faut que de nouvelles personnes s'engagent. Tu sais, si je suis sûr, on se met à 10 autour d'une table demain. On se met à 10 entrepreneurs autour d'une table, 10 personnes un peu de bon sens autour d'une table, on prend toutes les dépenses, et puis tu vas voir que des économies, on va en faire. On va trouver 20 milliards comme ça. Et il faut trouver les entrepreneurs qui ont envie de s'engager dans la fonction publique. Exactement. Parce que quand tu vois effectivement le millefeuille administratif que c'est, la difficulté à réformer, même certains dirigeants politiques élus, ils l'ont avoué dans des interviews que j'ai pu voir, sans donner de nom, ils disaient c'est irréformable. C'est-à-dire qu'il y a tellement de strates, c'est-à-dire que même tout en haut, dans des niveaux très élevés, quand tu vas appuyer parce que tu as une bonne idée, parce que c'est ça qu'il faut faire, mais tu as tellement de déperdition par l'outil on va dire, public. Ouais, bien sûr. Mais moi, le vrai sujet, c'est, selon toi, comment on pourrait changer ça? Comment on les sort, ces gens-là? Alors, comme je te disais, il faut des gens qui s'engagent. Moi, je l'ai fait. Moi, je me suis mouillé. J'y suis allé, j'ai pris des risques. J'ai eu des menaces, j'ai pris des coups aussi. J'ai pris des coups, etc. Mais je suis OK avec ça. Je suis OK avec ça. Et on est d'accord, quand on est entrepreneur, d'abord on se sécurise et puis ensuite on tente ce type d'action. Donc moi, j'ai pris le temps d'abord de me sécuriser avant de me lancer là-dedans. Moi, ça me tient à cœur. Je suis convaincu qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs quand même qui ont la France dans le cœur. Bien sûr, il y a beaucoup de patriotes des entrepreneurs. Je pense qu'on est beaucoup de patriotes et si on est encore en France, que ce soit toi ou moi, on sait qu'il y a quand même bien sûr. certaines croyances dans le pays. Donc voilà, ce serait bien qu'il y en ait qui s'engagent un peu partout, qui aillent un peu bouger les lignes. Moi, c'est un appel que je lance à tout le monde. Bougez-vous. Je suis d'accord. On est responsables. On est tous responsables. Tous responsables de l'immobilisme que l'on représente tous finalement. Exactement, on est tous responsables individuellement et collectivement. Après tout, on va voter aux élections présidentielles, on va voter aux élections où on va pas voter, on est responsable. Moi j'ai toujours voté, j'ai jamais loupé une élection, même à distance quand j'étais pas là, à Bali ou en déplacement. Donc voilà, donc je pense que la seule solution aujourd'hui, c'est d'avoir l'émergence de nouvelles méthodes par des personnes de bon sens, qui sont pas nourries à l'argent public depuis toujours, qui sont capables de faire des économies quand il faut faire des économies, en fait, qui sont capables de raisonner avec du bon sens, quoi. Un budget, enfin, je sais pas toi comment tu fais tes budgets, mais moi, je me dis pas, tiens, je vais rentrer 100 000, en face, je vais avoir 104 000. Non. Enfin, je sais pas, on commence pas comme ça, quoi. J'aurais fait banqueroute. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu vois, t'as des gens qui bossent avec toi, t'as une équipe, enfin, tu fais tes calculs, quoi. Bien sûr. Bon, bah là, c'est pareil, on fait nos calculs. C'est hyper intéressant. J'espère qu'on t'entendra. J'espère que les choses changeront. Parce que je pense que la France a vraiment... c'est vrai qu'on a un potentiel exceptionnel, des entrepreneurs exceptionnels. Je lisais encore un article ce matin, il disait qu'on est le 4e écosystème mondial en termes d'IA, et on sait que l'IA, c'est quand même l'avenir. Donc on a tous les ingénieurs, les cerveaux. Il faut juste un peu mieux gérer notre argent. Exactement. Public pour qu'il soit mieux dépensé, qu'il soit mieux maîtrisé et que on puisse maîtriser la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui... Alors moi j'ai tendance à dire, peut-être pour finir, il faut rester positif parce que quand on est bien organisé, moi c'est ce que j'ai vu en banque privée et puis c'est ton quotidien, la France peut être un paradis fiscal,
quand on est bien organisé. Alors tu vas me dire, il faut avoir un certain volume parce qu'il faut bien Exactement. s'organiser, plafonner, il y a plein de... Mais la France peut-être, un paradis fiscal, alors on n'est pas à zéro d'impôts, mais on peut payer peu d'impôts si on s'organise bien. Tu es d'accord là-dessus? Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que la vraie chance de la France, comme tu le dis, c'est quand on se structure bien, ça va encore. Même si c'est vrai que toutes les charges qu'on paye dès qu'on recrute quelqu'un, etc., c'est énorme. Quand on se structure bien, ça va. Et le deuxième point fondamental en France, à mon sens, mais tu vas valider, c'est l'effet de levier sur l'immobilier. Je veux dire, c'est ça qui nous permet de nous enrichir en vérité. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à l'étranger. Pour autant, aujourd'hui, moi je te le dis, depuis quelques mois, j'ai jamais eu autant de demandes d'expatriation. C'est quoi les destinations où les gens vont le plus? C'est même, alors les destinations, bon, c'est classique, hein, c'est Dubaï, Portugal, Espagne, Malte, Andorre. Italie, pas trop? Bon, Italie un petit peu, parce Un qu'il y a petit de peu. nouveaux dispositifs, comme tu as dû en entendre parler. Mais encore une fois, il y a une différence entre se renseigner et franchir le pas aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a, ils font toutes les démarches, mais ils franchissent Ils pas appuient le pas pas. sur le bouton, ouais. Mais quand même, ça témoigne d'une difficulté, c'est que les gens en ont marre. Mais ce que tu dis est très vrai. J'ai un ami, investisseur immobilier, donc il a fait sa fortune. Il était avocat à la base. Après, il s'est lancé dans l'immobilier. Il a fait sa fortune dans l'immobilier. Il a fait l'effet de levier. Ce qu'on fait nous, l'investissement avec effet de levier un maximum, etc. Il a gagné des millions. Et il me dit, Mathieu, il a voulu partir à l'île Maurice. Il s'est renseigné. Il a acheté une maison à l'île Maurice. Il n'a pas appuyé sur le bouton parce que l'île Maurice trop petit, parce que ça allait encore. C'était il y a 3 ans. Et puis là, avec tout ce qui s'est passé, les réformes, l'insécurité, etc., il dit Mathieu, je pars. Et là, il est parti à Dubaï, et donc il a pris sa résidence fiscale à Dubaï, et il dit c'est ma meilleure décision. Malgré le fait que maintenant, sans être résident fiscal, maintenant étant résident fiscal, Dubaï, donc plus français, il ne peut plus avoir accès au crédit ici, en France. Malgré ça, lui, il fait des affaires maintenant immobilières à Dubaï. Et donc moi, ça m'inquiète un peu, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien aussi réveiller les gens pour dire soyons patriotes. Mettons-nous, comme tu le dis très justement, symboliquement, autour de la table pour essayer de changer les choses, parce que sinon, notre pays va être abandonné. Et en fait, les gens qui vont rester, ce seront des gens qui seront peu éduqués. Donc on a un système d'éducation qui va baisser. Et on aura un système qui ne fonctionnera plus, quoi. Exactement. Moi, c'est vraiment, enfin, c'est un appel que je lance, hein. Je veux dire, si tous les entrepreneurs décident de consacrer une demi-journée ou une journée par semaine au développement d'une présence politique ou économique ou associative, bref, qui aide la société, on aura peut-être des solutions. On aura peut-être des solutions fiscales. Ok, top. Merci beaucoup, Simon. C'était hyper intéressant. On a parti un peu dans les débats politiques et tout, donc c'est intéressant. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, grosse réforme sur la fiscalité du meublé courte durée et sur le LMNP. La société, ça reste un véhicule d'investissement qui reste stable en termes de fiscalité. On risque d'avoir quand même des évolutions fiscales qui ne vont pas s'arranger parce qu'on dépense de plus en plus. Exactement, bien. Situation économique difficile. Et il y a un grosso modo gros tournant politique / organisationnel 2027. Et donc il y a des préparations là, je vois qu'il y a pas mal de batailles politiques qui s'installent. Et en espérant qu'on tombe sur quelqu'un qui puisse nous aider à réformer un peu du bon sens. Du bon sens. Juste du bon sens. Du bon sens. Écoute, j'ai été ravi, Simon, de Mathieu. faire ce podcast ensemble. C'était le premier. Et en tout cas, la fiscalité, toujours aussi intéressant. Merci pour ton côté aussi hyper pédagogique. Merci à toi. Très facile de comprendre la fiscalité avec toi. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter. Aussi, on va te mettre le lien où tu peux retrouver Simon dans les différentes vidéos. La fiscalité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce qu'on voit que entre gagner 100 d'un côté et si tu gères mal ta fiscalité, il restera très peu à la fin. Si tu la gères bien, il en restera un peu plus. On est dans un pays où la fiscalité est importante, donc regardez bien votre fiscalité. C'est vrai que vous me posez souvent la question quand j'investis, comment je peux me structurer fiscalement. Cette vidéo, elle est là pour vous aider là-dessus. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Salut tout le monde!